Il y a 35 ans, Francis Fukuyama affirmait dans En la fin de l'histoire que la lutte des idéologies était terminée. Les systèmes démocratiques libéraux et capitalistes avaient triomphé et deviendraient la norme mondiale pour le prochain millénaire. Mais est-ce vraiment ce qui se passe? Pour nous aider à répondre à cette question, nous recevons le Dr. William E. Robinson, professeur de sociologie à l'Université de Californie à Santa Barbara et auteur de Crise épochale, l'épuisement du capitalisme mondial. Bienvenue, William. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être venu en ligne et d'avoir écrit ce livre, d'avoir partagé votre analyse et d'avoir fait des présentations à ce sujet. Pourrions-nous peut-être commencer par ceci, le capitalisme et le système démocratique libéral. Où en sommes-nous, 30 ans après Fukuyama? D'accord. Eh bien, deux choses. Bien sûr, malgré ce qu'a dit Fukuyama, l'histoire ne s'arrête jamais. Et elle ne s'arrête pas en deux sens. Il reconnaissait que des événements continueraient à se produire, mais qu'il n'y aurait plus de développement ultérieur de la société humaine, que c'était la fin des idéologies, et ainsi de suite. Mais l'histoire ne s'arrête pas dans le sens où il existe des transformations qualitatives permanentes et des évolutions fondamentales qui continuent de transformer la société humaine. Alors, où en sommes-nous plus de 30 ans plus tard? Le capitalisme mondial est en crise totale. Tout s'effondre. Le capitalisme mondial traverse une crise structurelle de suraccumulation. Je suis sûr que nous aborderons cela dans l'entretien. Nous sommes plongés dans une crise politique totale, de la légitimité de l'État, de l'hégémonie capitaliste et du système interétatique. Pour moi, l'attaque du 3 janvier contre le Venezuela et le déroulement de ces événements marquent l'effondrement définitif de l'ordre international d'après la Seconde Guerre mondiale. Nous faisons donc face à une crise politique et géopolitique mondiale d'une ampleur considérable qui s'intensifie de jour en jour. Nous connaissons également une crise sociale mondiale, ce que j'appelle une crise de la reproduction sociale à l'échelle planétaire. Le système capitaliste est restructuré et transformé de telle manière que des milliards de personnes ne peuvent plus y survivre, qu'elles sont rendues redondantes, superflues. Et cela engendre des conflits sociaux, des soulèvements civiques et des crises politiques dans tous les coins du monde. Et bien sûr, nous faisons face à la crise écologique. La biosphère est en train de s'effondrer et la situation ne cesse d'empirer. Nous en ressentons déjà les effets. Il y a des centaines de millions de réfugiés, non seulement à cause des catastrophes climatiques, mais aussi en raison de tous les impacts sociaux et politiques qui se combinent avec l'effondrement de la biosphère auquel nous sommes confrontés. Si l'on se projette dans 10, 15 ou 20 ans, en continuant sur la même trajectoire, nous assisterons à un effondrement de l'agriculture et des greniers à blé mondiaux. Ainsi, l'idée selon laquelle nous aurions atteint la fin de l'histoire et que le capitalisme libéral naviguerait désormais en eau calme, l'humanité avançant sereinement, cette idée est totalement démentie par la situation actuelle. Et vous savez, je vais ajouter une autre chose. Je pense que là où Fukuyama, oui, avait un peu raison, ou là où il y a un noyau de vérité dans ce qu'il disait, c'est que c'est la fin des vieilles idéologies. N'est-ce pas? Les idéologies du XXe siècle, les dominantes, le libéralisme du XXe siècle, ont disparu, elles se sont effondrées. Et puis les anciennes idéologies socialistes et communistes du XXe siècle, elles n'ont plus de réelle pertinence en dehors de l'esprit des gens ou de leurs discours dans le monde réel. Nous sommes donc à un moment de crise mondiale, mais aussi à un moment de réorientation idéologique, une sorte de désert idéologique. Vous savez, l'une des choses qui ont vraiment marqué le XXe siècle, je dirais,
c'est que nous avons connu cette confrontation d'idéologies théoriques, n'est-ce pas? Le marxisme, le communisme, ils avaient une base théorique solide. Et je vois derrière vous, je ne sais pas si on le verra dans la version finale, mais derrière vous, il y a une image de Karl Marx, bien sûr, n'est-ce pas? Sur le côté gauche, j'espère qu'elle sera visible. Mais vous savez, le libéralisme international avait lui aussi ses penseurs, les économistes, n'est-ce pas? Ils avaient leurs penseurs. Et nous avons d'autres figures comme Ricardo et ainsi de suite, qui représentaient différentes écoles de pensée derrière eux. Et cela semble être un peu dépassé. Mais nous n'avons pas encore dépassé ce que j'appellerais la croyance en la manière dont le monde est ou devrait fonctionner. Je me demande plutôt si nous ne sommes pas en train de revenir en nous éloignant des explications rationnelles du fonctionnement des systèmes sociaux vers des croyances religieuses ou quasi-religieuses sur la manière dont les choses doivent être. La démocratie doit être défendue, bien que nous ne définissions plus ce que nous entendons par démocratie. La sécurité doit être garantie, bien que nous ne définissions jamais ce que signifie réellement la sécurité. Voyez-vous un lien quelconque entre la fin d'une idéologie fondée sur le savoir académique et cette transition vers des modèles ou cadres de pensée très, très forts pour appréhender le monde? Oui. Eh bien, je pense qu'en période de crise aiguë comme celle que nous vivons actuellement à l'échelle mondiale, des masses de personnes, des centaines de millions, voire des milliards, font face à une insécurité intense, à un avenir incertain et à la déstabilisation de la compréhension établie du monde et des institutions dans lesquelles nous existons. Ainsi, en de tels moments, les gens sont d'abord très réceptifs à de nouveaux messages idéologiques ou politiques, tels que le néofascisme du XXe siècle. Ici aux États-Unis, le Trumpisme. L'ultra-droite est en train de balayer de nombreux pays. Et ce qui fut une gauche dynamique au XXe siècle, et l'échec des expériences socialistes et communistes de ce siècle, a également laissé ce qu'il reste d'une gauche organisée et institutionnelle dans une position très dogmatique. Et donc, vous savez, je pense que c'est ce qui se passe en période de crise et d'insécurité de masse. Les gens essaient de s'accrocher à quelque chose qui puisse leur donner un sentiment d'ancrage et une compréhension du monde. Mais si ce sont des illusions, ce sont des illusions. Le fascisme est une idéologie qui non seulement ne peut pas expliquer ce qui se passe dans cette crise, mais ne peut pas non plus la résoudre. Et l'ancienne gauche dogmatique du XXe siècle ne le peut pas non plus, et est dans de nombreux pays insignifiante. J'ajouterai quelques éléments ici, puisque vous avez commencé la question, ou posé le problème, avec Marx, Ricardo et ainsi de suite, les penseurs classiques, qui ne sont en réalité pas du XXe siècle. Ils appartiennent au XVIIIe et XIXe siècle. Pour moi, et j'espère que l'image de Karl Marx restera affichée ici, ce qui m'intéresse dans le marxisme, et je suis marxiste au sens intellectuel du terme, laissez-moi expliquer ce que j'entends par là. Le marxisme en tant qu'idéologie n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Le marxisme, en tant que méthode et instrument d'analyse et de critique du capitalisme mondial, est plus vital que jamais, car il nous aide à comprendre la crise dans laquelle se trouve le capitalisme mondial. Et vous savez enfin, vous avez aussi mentionné que certaines personnes disent « Eh bien, nous devons défendre la démocratie ». Eh bien, de plus en plus, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Trump dit ouvertement « Non, je dirige le monde ». C'est ma morale qui décide de ce que nous ferons. On voit donc même que le discours de la défense de la démocratie perd toute assise parmi de nombreux groupes dirigeants à travers le monde. Petite interruption rapide parce que j'ai récemment été banni de YouTube. Et même si je suis de retour, cela pourrait se reproduire à tout moment. Donc, s'il vous plaît, pensez à vous abonner non seulement ici, mais aussi à ma liste de diffusion sur Substack. C'est pacalotaz.substack.com.
Le lien sera dans la description ci-dessous. Et maintenant, retour à la vidéo. Ce qui me surprend, c'est que je commence à voir un changement, même dans ce que je considérais comme des médias libéraux, comme le New York Times, qui depuis l'attaque contre le Venezuela, a essentiellement écrit sur la façon dont c'était possible et comment cela a été un succès. Eh bien, moins sûr, tu sais, quelle sorte de parodie c'est. Peut-être juste avant que nous abordions le marxisme académique. En quel sens penses-tu que cette attaque contre un pays d'Amérique du Sud, cette opération de changement de régime, est différente des précédentes? Parce qu'au cours de la guerre froide, et même au-delà, nous avons eu beaucoup de telles interventions. Je veux dire, d'une manière ou d'une autre, même des interventions similaires au Panama, n'est-ce pas, en 1989. Mais en quoi cet événement est-il différent de tous ceux d'avant? Oui, je veux dire pour moi, c'est un événement charnière. C'est un moment décisif, un tournant historique. Et tu as raison de dire que les États-Unis, et d'autres puissances d'ailleurs, les puissances européennes, sont intervenus au fil des siècles, sont intervenus en Amérique latine. Je veux dire que beaucoup de gens établissent un parallèle avec le Panama, mais c'est en réalité une erreur pour plusieurs raisons. Premièrement, la personne qui a été destituée était le chef des forces armées au Panama. Il n'était pas le chef d'État officiellement établi. Ici, on a affaire à quelque chose de tout à fait sans précédent. Le pays le plus puissant du monde mène une opération chirurgicale et enlève tout simplement le président. Or, le président vénézuélien n'était pas démocratique. Je veux dire, il a perdu les élections de 2024 et le Venezuela est en crise. Mais c'est vraiment quelque chose d'inédit quand on enlève simplement le président d'un pays pour l'amener aux États-Unis. L'autre chose, c'est que nous n'avons jamais vu un chef d'État aux États-Unis déclarer « Je suis désormais le président par intérim d'un autre pays ». Mais Trump a déclaré, et je suis sûr que vous l'avez vu, comme beaucoup d'auditeurs, il y a peut-être 3 ou 4 jours, il a publié un message disant « Je suis le président par intérim du Venezuela ». C'est tout simplement sans précédent. Mais il faut aussi voir que ce qui se passe au Venezuela se déroule en parallèle et fait partie d'autres événements dans le monde qui sont eux aussi sans précédent. Les États-Unis ont déclaré qu'ils allaient prendre le contrôle du Groenland, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la voie facile ou la voie difficile. Et cela pourrait signifier une attaque militaire contre une autre puissance de l'OTAN. Pour moi, ces événements annoncent véritablement l'effondrement de l'ordre international établi après la Seconde Guerre mondiale, qui avait mis en place un soi-disant système fondé sur des règles. Des règles, bien sûr, que les États-Unis, comme vous l'avez déjà souligné, et d'autres pays ont toujours violées. Néanmoins, il existait une certaine organisation institutionnelle du système mondial qui avait été instaurée. Et tout cela est en train de s'effondrer. Ce n'est donc pas seulement le Venezuela, c'est aussi ce qui se passe avec le Groenland. C'est ce qui se passe avec une rupture, si l'on veut l'appeler démocratie bourgeoise, on peut le faire, mais une rupture de la démocratie bourgeoise. Nous passons d'une démocratie capitaliste à un fascisme ici, aux États-Unis, avec l'effondrement de l'état de droit à l'intérieur du pays, et ainsi de suite, tu vois, et tout le reste. Donc le point essentiel, c'est que l'intervention des États-Unis dans un pays d'Amérique latine n'a rien de nouveau. Tu as tout à fait raison. Mais d'abord, la nature de cette intervention. Et ensuite, le fait que cette intervention s'inscrit dans une série d'événements qui se produisent en ce moment et qui marquent un tournant fondamental, et un tournant très très inquiétant et dangereux. Oui. Donc l'un des problèmes auxquels je suis confronté en ce moment, c'est qu'il y a tellement de choses individuelles qui se passent et qui sont toutes
Enfin, je veux dire, nous sentons tous qu'elles sont très interconnectées et liées entre elles. Mais c'est devenu une telle chaîne d'événements maintenant. Pas seulement une chaîne, mais, tu sais, plusieurs chaînes qui se déroulent en parallèle. Je veux dire, nous avons toujours un génocide en cours à Gaza. Malgré un accord de paix, ou peu importe, et une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, Israël continue de tuer des gens à Gaza et a démoli plus de 2000 maisons depuis le cessez-le-feu. Nous avons la rapporteuse spéciale de l'ONU pour la cause palestinienne. Désolé, je massacre un peu son titre. Mais Francesca Albanese, elle est sanctionnée par les États-Unis. Les États-Unis sanctionnent la Cour pénale internationale. The United States sanctions the International Criminal Court. At the same time, the International Criminal Court has also... En même temps, la Cour pénale internationale a également émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, ce que les États-Unis ont salué. Nous avons l'Union européenne qui sanctionne des analystes et des journalistes en Europe même. Au Royaume-Uni, il est désormais pratiquement interdit de manifester en faveur d'un groupe soutenant les droits des Palestiniens. Des personnes sont arrêtées aux États-Unis. L'ICE réprime non seulement les immigrés, mais aussi des citoyens américains. Ils circulent pratiquement en toute liberté. Et comme nous en avons déjà parlé, cela ressemble déjà à une sorte de structure paramilitaire. Nous avons l'Iran, le Venezuela, le Groenland, la guerre en Ukraine. Je veux dire, il se passe tellement de choses et elles sont toutes très mauvaises. Une chose qui les unit, c'est qu'elles émanent de l'Occident, ou de ce que j'appelle le Grand Occident. Oui. Mais je veux aller un peu plus loin, parce que tu as raison de dire que, en ce qui concerne les événements réels qui se déroulent et les agents et acteurs qui les mènent, tout cela émane de l'Occident. Mais je propose quelque chose de plus profond. Je soutiens que le capitalisme mondial traverse une crise structurelle historique profonde, ce que j'ai appelé une crise épique. Et tu as commencé l'entretien en mentionnant mon nouveau livre. Donc oui, les actions qui se déroulent sous nos yeux, que tu viens de décrire, proviennent de l'Occident. Mais il existe un contexte et une explication structurelle d'envergure historique mondiale à cette cascade d'événements que nous avons à peine le temps de suivre. Et j'espère que nous allons aborder ce sujet. Mais avant cela, je veux dire que vous savez, lorsque je mentionnais le Groenland et la menace de mettre fin à la démocratie bourgeoise aux États-Unis, ainsi que l'attaque contre le Venezuela, et que j'ai dit et ainsi de suite, vous avez ajouté d'autres éléments. Nous devons considérer tout cela comme un ensemble. Et bien que j'ai dit que cette attaque contre le Venezuela est en quelque sorte le dernier clou dans le cercueil, celui qui scelle définitivement le cercueil de l'ordre international d'après la Seconde Guerre mondiale, il s'effondre maintenant sous nos yeux, littéralement pendant que nous parlons. Mais cela a vraiment commencé à s'effondrer, et cela s'est produit extrêmement rapidement avec les deux grands événements que vous avez également mentionnés, l'invasion russe de l'Ukraine et la réaction politique, militaire et économique radicale de l'Occident à cette invasion. Radicale, mais pas dans le bon sens. L'invasion était mauvaise. La réponse occidentale l'était aussi, à mon avis, selon mon analyse. Et ensuite, le génocide en Palestine. Ces deux événements ont marqué le début de la fin, et maintenant, c'est le dernier clou dans le cercueil de cet ordre international. Et ce qui est si tragique, non seulement la tragédie elle-même, mais aussi le crime inimaginable de ce génocide en cours, c'est que, comme vous l'avez souligné, le cessez-le-feu est un faux cessez-le-feu. Et nous sommes simplement passés d'un génocide à haute intensité à un génocide à basse intensité. Mais je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que l'impunité dont les génocidaires ont bénéficié jusqu'à présent a ouvert la voie à ce que Trump fait au Venezuela et à ce qu'ils font au Groenland. Parce que, vous savez, l'Occident dit à Israël, « Ce n'est pas grave, vous avez commis un génocide. » Nous pourrions publier quelques légères, disons, dénonciations symboliques du génocide. Mais allez-y.
nous continuerons à vous fournir des armes. Et cela a ouvert la voie à tout cela. Cette impunité signifie que les États-Unis peuvent désormais faire tout ce qu'ils veulent, en totale indifférence aux lois et aux normes internationales. Et je veux le répéter, peut-être que tous les auditeurs n'ont pas entendu ce que Trump a dit. Trump a été interviewé par le New York Times le 6 janvier. Et tu as raison à propos de ce que tu as dit sur le New York Times. D'ailleurs, sur ce sur quoi ils se concentrent et ce qu'ils ignorent. Les personnes qui interviewaient Trump lui ont demandé « Êtes-vous soumis à des lois internationales ?» Et il a répondu « Non, absolument aucune. » Ils ont demandé « Eh bien, à quoi êtes-vous soumis? Quelles sont vos limites? Quels sont les garde-fous ici ?» Et il a dit « Ma propre moralité. » Et c'est tout. Donc, aussi scandaleux, dangereux et effrayant que cela soit, le précédent en est l'impunité de ce génocide. Oui, je veux dire, c'est absolument horrible, parce que nous pensions tous que le génocide, s'il se reproduisait, se déroulerait comme au Rwanda, où en peu de temps, il y a eu des massacres de masse. Et maintenant, nous réalisons que non, cela peut se produire sur plusieurs années, avec une sorte de ralentissement du génocide. Je veux dire, il y avait déjà un génocide en cours auparavant, il y avait un remplacement massif, et ainsi de suite. Cela s'est accéléré, et maintenant, peut-être que ça a dendu vraiment. Mais nous réalisons tous maintenant, ou pas tous, malheureusement, mais beaucoup de gens le font, que la trajectoire reste exactement la même. Gaza sera vidé, ensuite ce sera la Cisjordanie, puis d'autres parties seront annexées. Israël ne peut pas s'arrêter. Et en fait, Radhika Desai, l'autre grande chercheuse marxiste, a fait un point très important sur les raisons pour lesquelles Israël, même structurellement, ne pourra pas arrêter son expansion largement alimentée par le capitalisme. Mais revenons-y dans un instant. Que penses-tu alors de ton livre dans cette crise d'époque? Comment se déroule-t-elle et pourquoi reste-t-elle liée au capitalisme? D'accord. Donc vous savez, le capitalisme a traversé de grandes crises, ce que j'appelle des crises structurelles, et non des crises cycliques, qui sont des récessions se produisant environ tous les 10 ans. Mais si l'on regarde l'histoire du capitalisme mondial, on constate de grandes crises structurelles qui surviennent à peu près tous les 40 à 50 ans. Tout le monde connaît la Grande Dépression des années 1930, mais peu de gens se souviennent de la Grande Dépression de la fin des années 1870 au début des années 1890, ou de la première véritable Grande Dépression, enregistrée dans les années 1830. Après la Grande Dépression des années 1930, est venue la crise des années 1970, qui nous a fait entrer dans une nouvelle étape historique mondiale, que j'appelle la mondialisation capitaliste. Une nouvelle phase globaliste du capitalisme mondial. Donc, tu parles du moment où Bretton Woods s'est réellement effondré, c'est bien ça. Et l'étalon or a été... C'est en 1971. Et ensuite, il y a une grande récession, une très très grande récession, en 1973. Puis, la Commission trilatérale est créée et le Forum économique mondial avait déjà été fondé en 1971. Après cela viennent d'autres institutions internationales, transnationales. Le G7, oui. Nous entrons donc dans cette nouvelle phase transnationale du capitalisme mondial, n'est-ce pas? Une nouvelle phase, ce que j'appelle une classe capitaliste transnationale, la fraction hégémonique du capital à l'échelle mondiale, avec de nouvelles institutions transnationales. Mais vous savez, c'est quelque chose dont on peut discuter. Je suis fasciné, j'ai théorisé, fait des recherches et écrit à ce sujet depuis environ 35 ans. C'est une nouvelle étape du capitalisme mondial. Mais maintenant, ce que vous soulevez, et ce qui est si important, c'est que nous sommes dans une nouvelle crise structurelle, qui a réellement commencé avec l'effondrement financier mondial de 2008.
et elle n'a pas été résolue dans les années 2010. Certes, la croissance a repris dans le sens où l'économie mondiale croît de 2% ou 3%, mais les causes profondes de l'effondrement de 2008 se sont en réalité intensifiées chaque année jusqu'à aujourd'hui. Et c'est encore une fois multidimensionnel. Mais la cause sous-jacente, il faut voir que chacune de ces grandes crises de 50 ans, implique une vague entière d'expansion, avec tout un nouvel ensemble de technologies et de nouvelles institutions qui alimentent le capitalisme. Elle se développe, il y a une expansion, puis elle s'effondre. Et puis, il y a les guerres mondiales et les grands conflits. Ensuite, on ramasse les morceaux et une nouvelle phase du capitalisme commence, accompagnée d'un nouveau cycle d'expansion. Eh bien, en ce moment, nous sommes au bord d'une guerre mondiale. Espérons que cela n'arrivera pas. Espérons-le. Mais tout semble indiquer que nous nous dirigeons vers une grande conflagration internationale. L'élément structurel sous-jacent, c'est là-dessus que je veux me concentrer. Si vous me laissez un instant pour développer ce point, c'est ce que dans l'économie politique marxiste, et c'est pourquoi nous avons besoin de Marx comme outil d'analyse, nous appelons la suraccumulation. La classe capitaliste transnationale, les conglomérats financiers mondiaux, ont accumulé d'énormes quantités de capital. Ici, nous parlons de 15 à 20 000 milliards de dollars qui sont inactifs. Ce n'est pas inactif au sens de ne rien faire. Cet argent est utilisé pour la spéculation. Il continue de circuler parce que la croissance mondiale est tirée par la dette. La dette mondiale s'élève désormais à environ 325 000 milliards de dollars. C'est insoutenable. La dette ne peut pas continuer à alimenter l'expansion de l'économie mondiale. La spéculation financière atteint ses limites. La bulle de l'IA, la bulle de l'intelligence artificielle, va éclater. Peut-être demain, peut-être dans 6 mois. Mais je pense que tout le monde s'attend à ce qu'elle éclate d'ici 2026. Et cela pourrait entraîner un nouvel effondrement majeur. Ce que je veux dire, pour résumer ainsi, c'est que la dimension structurelle sous-jacente de la crise, c'est cette suraccumulation. Trop de capitaux n'ont nulle part où investir, ni où s'étendre. Les pressions s'accumulent en vue d'une nouvelle phase d'expansion. Alors les États-Unis envahissent le Venezuela et l'agression envers une plus grande partie de l'Amérique latine ouvre un espace pour un autre cycle d'expansion. Tout cela, Israël commet ce génocide, mais cela ouvre aussi un espace pour l'expansion financière et technologique dans tout le Moyen-Orient grâce à l'agression de l'État israélien. Mais voilà, lors des vagues d'expansion précédentes, nous avons d'abord survécu à des guerres mondiales avec des dizaines de millions de morts. Nous y avons survécu et le capital s'est de nouveau étendu. Mais à présent, nous nous heurtons à ce que l'on peut appeler des points de bascule ou des limites, plus précisément les limites sociales et biosphériques d'un nouveau cycle d'expansion. Et ensuite, l'arsenal mondial est si cauchemardesque, les moyens de violence et de destruction si extrêmes, qu'il est difficile d'imaginer comment nous pourrions traverser une nouvelle phase d'effondrement et de conflagration mondiale. Nous sommes donc confrontés à une crise d'ampleur épique, sans véritable précédent historique. Je sais que c'est beaucoup à dire, et je lance beaucoup d'idées sur les plans théoriques, historiques et politiques. Mais bien sûr, c'est précisément ce que j'essaie d'explorer dans mon livre. Je veux dire, l'un des éléments centraux, et Radhika en a parlé avec moi sur cette chaîne également, l'un des éléments centraux de cette analyse, c'est simplement la prise de conscience que lorsqu'on dispose d'autant de capital sans destination, la poussée structurelle consiste à créer effectivement cet espace. Et l'un des moyens de le créer, c'est par la guerre de masse. Je veux dire, on le voit illustré avec le génocide à Gaza. Comment des gens, alors qu'ils commettent un génocide, des personnes incarcérées dans un camp de concentration, pendant qu'ils les exterminent, parlent déjà de reconstruire le camp d'extermination
l'extermination, n'est-ce pas? They're talking about rebuilding the extermination camp, right? And then making it a Riviera in the Mediterranean. Et ensuite, en faire une Riviera méditerranéenne, magnifique, avec beaucoup de maisons, vous savez, de nombreuses opportunités d'investissement. Puis le tourisme viendra et prospérera, et ce sera un excellent retour sur investissement. Je veux dire, ce genre de raisonnement souligne aussi la motivation des capitalistes à dire « D'accord, d'abord plus d'argent dans les armes pour détruire tout ça, puis plus d'argent dans la reconstruction. » Et nous faisons un gros profit des deux côtés. Oui, vous soulevez un point absolument crucial. Et j'ai également beaucoup développé cette analyse. Vous mettez le doigt sur le problème. En période de stagnation chronique et de suraccumulation, il existe une pression urgente pour que le système s'étende. Les systèmes de guerre mondiale, de contrôle social transnational et de répression deviennent des débouchés extrêmement importants pour écouler le capital excédentaire suraccumulé. Et comme vous l'avez dit, on ne pourrait pas trouver de meilleur exemple que le génocide en Palestine. On peut aller encore plus loin. Il ne s'agit pas seulement de la reconstruction. Oui, il faut maintenant transformer Gaza, comme vous l'avez dit, en un bien immobilier en bord de mer, avec le pétrole et le gaz qui s'y trouvent, et ainsi de suite. Mais allons encore un peu plus loin. Tout d'abord, ce n'est pas seulement cela. Pendant ces 2 années de génocide à haute intensité, Israël a émis des obligations de guerre. Il ne les appelait pas ainsi, j'ai oublié le nom exact, mais c'était essentiellement l'équivalent d'obligations de guerre. Nous vous donnons une obligation pour l'avenir. Vous nous donnez cet argent et nous allons l'utiliser pour le génocide. Je n'ai pas le chiffre exact sous les yeux. J'en ai parlé ailleurs, mais il s'agissait de plusieurs milliards. Des milliards et des milliards de dollars. Ainsi, toute la classe capitaliste transnationale mondiale a tiré d'énormes profits de ce génocide. Vous savez, Morgan Stanley, c'était bien Stanley. Oui, Morgan Stanley. Ils ont publié une déclaration dans les premiers mois de ce génocide, vers la fin de 2023, parce qu'ils ont tous ces investissements dans les entreprises technologiques et les sociétés du complexe militaro-industriel. Et ils ont dit, le PDG, ou l'un des hauts responsables financiers de Morgan Stanley a dit « Oh, c'est parfait pour notre portefeuille, exactement ce dont nous avions besoin à un moment où nous ne savions pas où investir, autrement dit, investir dans ce génocide. » Mais maintenant, regardons ce qui se passe aux États-Unis. Le budget de ce qu'on appelle l'application des lois sur l'immigration est passé d'environ 30 milliards à 170 milliards de dollars. Cela représente quoi? Plus de 500%, presque 600% d'augmentation. Et où vont ces 170 milliards de dollars? Ils alimentent le déversement du capital excédentaire suraccumulé. Et je suis sûr que beaucoup de vos auditeurs ne le savent pas, certains oui, mais beaucoup non, que tous les camps de concentration, qu'on appelle centres de détention pour immigrés, sont presque entièrement gérés par des entreprises privées à but lucratif. Nutraup, CoreCivic et toutes les. Tu es sérieux? Je ne savais pas ça. Tu es sérieux? Ce sont des établissements privés, comme les prisons privées aux États-Unis. Ce sont des entreprises pénitentiaires à but lucratif. Des entreprises à but lucratif. Les 2 principales sont Geo Group et CoreCivic, et près de 100% de ces camps de concentration sont gérés par elles. Ils sont dupliqués et triplés partout dans le pays. Celui dont vous avez peut-être entendu parler est surnommé Alcatraz des alligators, en Floride. Amnesty International a publié un rapport affirmant qu'il s'agit de violations des droits humains incroyablement graves. Des immigrés dont le seul crime est de ne pas avoir de papier pour être légalement aux États-Unis sont traités, eh bien, ils n'ont pas utilisé ces mots, mais comme des personnes dans des camps de concentration nazis. Je veux dire, ils ont effectivement utilisé un langage extrêmement fort, parce qu'il y a de la torture en cours.
C'est incroyable. Et ce Alligator Alcatraz, en Floride, est une prison privée à but lucratif gérée par le groupe Géo. Toi et moi, si nous en avons les moyens, nous pouvons investir dans ces entreprises. Et si nous investissons dans ces entreprises, cela signifie que nous allons réaliser un profit dans la mesure où la guerre contre les immigrés s'intensifie. Et ensuite, nous allons soutenir des idéologies anti-immigrés et des idéologies fascistes pour légitimer tout cela. Cela nous amène à un point très bon et très important, enfin un point vraiment crucial à mon avis, qui est le suivant. D'un côté, le capitalisme, cette idée selon laquelle l'économie et la politique doivent rester séparées, a toujours été une sorte de fumisterie stupide, inventée par les Milton Friedman et consorts de ce monde. Mais, vous savez, il y a toujours eu ce lien très très profond. Naturellement, aucun système capitaliste ne peut fonctionner sans la politique en arrière-plan. Mais ce que nous avions avec le fascisme, c'était en réalité une intégration verticale de l'État et de l'économie privée. Et il y avait encore un autre élément important. Qu'est-ce que c'était déjà? Qu'est-ce qu'on voulait dire? Désolé, j'ai perdu le fil de ma pensée. Eh bien, quoi qu'il en soit, ce que tu as dit jusqu'à présent fait la transition vers autre chose. Ce que nous voyons maintenant, c'est que l'État, censé être le domaine du politique, est séparé de l'économique, bien que, comme tu le soulignes, il ne l'ait jamais vraiment été et ne l'est toujours pas. Le rôle de l'État, en particulier de l'État américain et des États occidentaux, mais des États en général aujourd'hui, consiste à brandir un marteau-pilon de répression et de guerre pour ouvrir de force des opportunités sur le plan économique. Il n'a donc jamais été aussi clair que la relation entre l'État, ou le politique, et son rôle au service du capital économique et transnational se manifeste aujourd'hui sous la forme de la guerre et de l'intervention au Venezuela, de la guerre contre les immigrés, mais aussi d'autres manières, comme la réorganisation des finances publiques. Retirer de l'argent d'ici, des États-Unis, des programmes médicaux et de santé, pour le transférer vers des subventions destinées par exemple aux grandes entreprises technologiques. Il s'agit donc d'une réorganisation complète des finances publiques et de la politique budgétaire, dans laquelle l'État crée des opportunités pour soutenir l'accumulation face à cette stagnation chronique. Et une autre chose ici. Écoutez, excusez-moi Pascal, mais permettez-moi simplement de rappeler aux auditeurs et aux téléspectateurs. Lorsque Trump est entré en fonction, il a été investi à l'intérieur du Capitole. Il ne voulait pas sortir dans le froid, et je pense qu'il craignait qu'il n'y ait pas une foule immense pour son investiture. Alors ils l'ont déplacé à l'intérieur du Capitole. Nous parlons du 20 janvier de l'année dernière, 2025. Certains d'entre vous se souviennent peut-être que derrière lui, alors qu'il prêtait serment, la main posée sur la Bible, se tenaient tous les dirigeants des grandes entreprises technologiques, n'est-ce pas? Littéralement, physiquement derrière lui. Et cela était extrêmement symbolique, parce que c'était la classe capitaliste transnationale qui disait « Voici notre nouvel instrument politique. Le Trumpisme est notre instrument politique pour atteindre nos objectifs à ce stade. » Et si la technologie est si importante, c'est parce que le capitalisme numérique entre dans cette nouvelle ère digitale, dans laquelle les grands capitaux technologiques et la numérisation impulsent toute la transformation et la restructuration du système en cours à l'heure actuelle. Ce capital technologique se trouve au cœur même du pouvoir mondial et de l'influence mondiale sur les États également. C'est, vous savez, nous parlons tous les deux très vite, parce qu'une multitude d'idées nous viennent à l'esprit et qu'elles sont toutes liées. Mais tout cela renvoie à un changement. Et c'est un changement extrêmement difficile à suivre pour les gens de ma profession, les relations internationales.
Parce que les RI, la plupart des théories des RI, commencent par l'État. Elles partent de l'idée que, vous savez, les États-nations font ce qui est bon pour les États-nations. Du moins, c'est la doctrine de l'école réaliste des relations internationales qui a dominé le XXe siècle. Et puis ils regardent ce qui se passe aujourd'hui, et des gens comme John Mearsheimer et d'autres continuent de dire « Cela n'a aucun sens, c'est insensé, c'est aberrant ». Ce qu'ils veulent dire, c'est que la théorie réaliste ne peut plus expliquer ce genre de mouvement, car ils n'ont aucun sens dans le cadre où Donald Trump est censé faire ce qui est le mieux pour les États-Unis, Ursula von der Leyen pour l'Union européenne et Friedrich Merz pour l'Allemagne. Ils ne se comportent plus ainsi. Cela ne fonctionne plus. Nous assistons à un transfert du capital des dépenses sociales vers le militaire, vers le complexe militaro-industriel. Et certains avaient déjà mis en garde contre cela. Le président américain Eisenhower avait dit que c'était une grande menace. Nous avons désormais largement dépassé ce stade. La menace est devenue réelle. Le complexe militaro-industriel, les groupes de réflexion et tout ce qui s'y rattache sont extrêmement puissants. Le capital influence toutes les décisions qui sont prises, toutes, y compris bien sûr les décisions sionistes et ainsi de suite. Et le capital va dans les bombes plutôt que dans le logement. C'est donc aussi une crise de notre cadre de pensée sur le fonctionnement de la politique internationale. Oui, non seulement je ne pourrais pas être plus d'accord, mais cela fait 2 décennies et demie, voire 3, que je défends cette idée. Nous devons dépasser ce que j'ai critiqué comme le centrisme de l'État-nation. Je connais très bien les relations internationales, le réalisme, la théorie réaliste. Je suis aussi sociologue, mais profondément imprégné de ma propre formation en théorie des relations internationales. Le réalisme et le néoréalisme nous ont permis de comprendre, dans une large mesure, le XXe siècle. Mais cela correspondait à une phase antérieure du capitalisme mondial. Nous sommes désormais entrés dans une phase transnationale, où nos points de référence, nos théories qui nous aident à comprendre, sont dépassés. Et pourtant, nous nous y accrochons. Peut-être pas toi et moi, mais les intellectuels, les commentateurs et la gauche s'accrochent à ces conceptions théoriques dépassées, tu vois. Donc, il faut actualiser, il faut observer. Je veux dire, si quelqu'un croit à la dialectique, nous savons que la seule chose permanente dans l'univers, c'est le changement lui-même. Tout est en processus de transformation. Le capitalisme n'est donc pas statique. Il y a eu le capitalisme mercantile des XVIe et XVIIe siècles, avec une relation différente à l'État. Il n'existait même pas encore beaucoup d'États-nations. Ils n'avaient pas encore été créés à travers le monde. Puis, nous sommes passés de là au capitalisme industriel concurrentiel classique. Nous avons ensuite évolué vers le XXe siècle, le capitalisme monopoliste, ou quel que soit le nom qu'on veuille lui donner. Et le réalisme, vous savez, développé au XXe siècle, a constitué un très bon cadre théorique et un instrument analytique pour comprendre les dynamiques de cette étape historique du capitalisme. Mais à mesure que nous entrons dans cette phase transnationale, nous devons actualiser nos cadres d'analyse. Je veux ajouter une autre chose. Vous avez souligné qu'Eisenhower a dit, comme on le sait, lorsqu'il a quitté ses fonctions à la fin de 60 ou au début de 61, n'est-ce pas? Il a dit que nous devions être conscients du danger que représente le complexe militaro-industriel et de son influence excessive. Eh bien, Biden a dit quelque chose de similaire lorsqu'il a quitté ses fonctions en janvier de l'année dernière, en 2025. Mais comme Biden est un promoteur du génocide, et en raison du désastre total qu'il a incarné, personne n'a prêté attention à ses paroles réelles, et il ne mérite d'ailleurs pas beaucoup de crédit. Mais il a dit quelque chose de très similaire. Il s'est assis dans le bureau ovale lors de son dernier discours et a déclaré que nous devions nous méfier de l'influence excessive et des dangers du complexe technico-industriel,
le pouvoir des entreprises technologiques. Nous voyons donc l'ancien complexe militaro-industriel fusionner avec le capital technologique et le capital financier transnational. Ces trois forces se rejoignent, formant ce que je considérerais comme un bloc hégémonique du capital sur la scène mondiale, à l'échelle planétaire, exerçant une influence considérable sur les États. Ainsi, on ne peut pas comprendre les actions des États simplement comme la défense de leurs propres intérêts nationaux. Oui, c'est assez intéressant. Tu sais, au cours des dernières années, je dirais que moi et quelques autres avons soutenu que nous en avions fini avec la mondialisation, le retour de l'État, des frontières étatiques et du pouvoir de l'État. Et pendant que cela se produisait, d'un côté, de l'autre, nous avons encore des courants transnationaux très très puissants, ces courants capitalistes qui, peut-être, s'arrêtent aux limites des grandes puissances. Tu sais, les Chinois ont sérieusement et de manière très différente organisé toute leur société et le capitalisme technologique n'y vient pas à dominer. Ce sont en réalité les dirigeants politiques de Pékin et ils répriment parfois de manière très sévère, n'est-ce pas? En Russie, je ne suis pas tout à fait sûr, mais nous savons certainement que le capital transnational exerce par ailleurs une énorme influence. Il s'accumule et possède un pouvoir structurel intégré à travers des processus juridiques comme le lobbying aux États-Unis, le lobbying dans l'Union européenne, le financement des campagnes, et ainsi de suite. D'accord. Alors, où cela nous mène-t-il? Est-ce seulement le système occidental qui s'effondre, ou bien est-ce en réalité le système mondial? Parce que, vous savez, nous faisons parfois vraiment l'erreur de penser que nous sommes le monde, alors qu'en réalité, il existe toute une partie en dehors du fonctionnement de ce système. Oui, alors regardons cela. C'est une excellente question, ou un excellent débat, que vous mettez sur la table ici. Et c'est absolument urgent. Mais commençons par la mondialisation. Tout dépend de ce que nous entendons par mondialisation. Il y a l'idée dominante de la mondialisation, le monde devenant intégré et unifié. Certains parlaient même d'un village mondial harmonieux. Tout cela faisait partie de ce que l'on appelait à l'époque, pour critiquer cette idée, la mondialisation bidon. Et je partage la critique de cette conception de la mondialisation. Cette conception est morte. Elle n'est pas simplement en train de mourir, elle est morte. Mais ce n'a jamais été ma compréhension de la mondialisation. Ma compréhension de la mondialisation est que le capital s'est développé de nouvelles manières transnationales et que les niveaux d'intégration, grâce aux nouvelles technologies de communication et ainsi de suite, ont engendré un nouveau type de lien organique, une intégration organique de ce qui était des économies nationales dans ce que nous avons encore aujourd'hui. Cela n'a pas été et ne sera pas démantelé. Un système mondialement intégré de production, de finances et de services. Peu importe ce que fait la Chine, oui, la Chine a certains contrôles de capitaux, mais mettons cela de côté un instant. La Russie a été exclue par l'Occident, mais c'est l'État qui a expulsé la Russie de l'économie mondiale, pas le capital. Le capital ne voulait pas que cela arrive. Le capital transnational n'est pas d'accord avec cela. Il veut pouvoir investir en Russie. Les capitalistes russes veulent pouvoir investir en Occident. Ainsi, les États cherchent à acquérir une certaine influence ici, à démanteler ce système mondialisé de production, de finances et de services, mais ils n'y parviennent pas. Et pourtant, tout ce que nous consommons aux États-Unis, avec ou sans droit de douane, est produit par une économie intégrée à l'échelle mondiale. Passons maintenant un instant à la Chine. Vous avez raison de le souligner. La relation entre l'État et le capital transnational en Chine est différente de celle qui existe en Occident. C'est un modèle très différent. Pour moi, c'est un modèle de capitalisme d'État, avec un État très fort exerçant un contrôle politique sur le capital transnational.
Mais il faut être clair sur le fait que ce qu'ils contrôlent, ce n'est pas le capital chinois, mais le capital transnational. Car les grandes entreprises chinoises, qui combinent à la fois capital d'État et capital privé, opèrent dans le monde entier et co-investissent également avec le capital transnational occidental. Autrefois, nous étudions la structure du capital au niveau de l'État-nation. Avec l'avènement de la mondialisation, les marxistes, et pas seulement les marxistes, mais aussi les penseurs radicaux, les structuralistes radicaux, et ainsi de suite, oublient qu'il faut continuer à analyser la structure du capital. Et quand nous faisons cela, nous voyons cette incroyable intégration transnationale et mondiale du capital, qu'il s'agisse du capital chinois, du capital russe, encore une fois repoussé, mais c'est parce que les États l'ont fait, n'est-ce pas? Pourtant, l'intégration reste extraordinaire. Mon domaine de spécialité est l'Amérique latine, et lorsque nous étudions cette région, le capital transnational chinois y est tellement investi qu'en réalité, la Chine ne pourrait pas exister sans sa pleine intégration dans l'économie politique de l'hémisphère occidental. On ne peut donc pas vraiment parler de la Chine comme d'un élément séparé de l'Occident lorsqu'on parle du capitalisme mondialisé. Et puis la crise est mondiale, car si les États-Unis s'effondrent maintenant, tout s'effondre. Avant que nous manquions de temps, je tiens vraiment à dire quelque chose à propos du pétrodollar et du Venezuela, car tout cela est lié. Si les États-Unis connaissent un effondrement financier qui commence ici, cela va se répercuter dans le monde entier. Il n'y aura pas d'effet nul en Chine, ni dans l'économie asiatique, géoéconomique, basée sur l'Asie. Il n'y aura pas non plus d'isolation en Europe. Cela aura des répercussions mondiales en raison de ce niveau d'intégration, une intégration objective, indépendamment de la volonté des États. Je ne sais pas si vous souhaitez que je parle des pétrodollars, mais je pense que c'est un élément essentiel de l'histoire ici. Je veux dire, le pétrodollar en tant que concept, heureusement, au cours des dernières années, est devenu un sujet de discussion plus courant et mieux compris, notamment la façon dont il a soutenu le système capitaliste américain d'après 1945. Mais les changements en cours sont assez spectaculaires. Certains disent « D'accord, c'est la fin du pétrodollar et donc la fin de l'hégémonie du dollar américain », tandis que d'autres affirment « Non, 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 il est simplement en train de se transformer. » Et toi, où te situes-tu? D'accord. Donc oui, c'est pas encore la fin, mais on se dirige vers la fin du pétrodollar. Cependant, cela ne signifie pas la fin du capitalisme mondial, ni celle d'un capitalisme mondial intégré. C'est là que réside la confusion. Examinons cela un instant. Oui, 1945, mais en réalité, il y a eu deux autres tournants majeurs. 1971, comme nous l'avons évoqué plus tôt, lorsque les États-Unis ont abandonné les talons or, et 1974 avec l'OPEP, l'embargo pétrolier, puis la récession très importante de 1973-74. L'Arabie saoudite et les États-Unis ont signé l'accord sur le pétrodollar, et l'Arabie saoudite a accepté que le marché mondial émergent du pétrole soit libellé en dollars. Et cela permet aux États-Unis, d'abord, de faire en sorte que le marché mondial du pétrole soit dominé par le dollar. Mais ce n'est pas seulement cela. Cela signifie aussi que le dollar devient la monnaie de réserve mondiale, la monnaie du système commercial mondial. Ce que cela permet aux États-Unis de faire, c'est de financer leur déficit. Ils peuvent simplement imprimer des dollars et dépenser tout cet argent en les imprimant, puisque cette monnaie est reconnue comme la devise mondiale. Et cela signifie également que, pour cette raison, des investisseurs du monde entier, à mesure que nous entrons dans la phase de la mondialisation, à la fin du XXe siècle et au-delà, que j'analyse ici, vont tous acheter des obligations du Trésor américain
et les conserver. Cela permet aux États-Unis de maintenir leur économie intérieure à flot, de continuer à croître et à se soutenir. Et maintenant, à commencer par les BRICS et le Venezuela. Le Venezuela a commencé à échanger son pétrole, non pas en dollars, mais dans d'autres devises, y compris le yuan. Et les autres pays des BRICS commencent à dire « Eh bien, nous n'allons pas commercer le pétrole et d'autres produits exclusivement en dollars ». Cela ne menace donc pas le capital transnational, c'est ce que je dois souligner. Le capital transnational circule dans le monde de nombreuses manières différentes. Cela menace le pouvoir de l'État américain, de l'élite étatique, et cela menace autre chose. S'il y a un effondrement du pétrodollar, cela signifie que l'État américain ne pourra plus maintenir un niveau de vie élevé aux États-Unis. Il y aurait une forte baisse du niveau de vie, voire une hyperinflation si l'accord autour du pétrodollar s'effondrait. Et cela mènerait à des conflits sociaux et politiques massifs, n'est-ce pas? Donc, en partie, la saisie, parce que Trump l'a dit et on l'oublie, Trump, quelques semaines après son entrée en fonction, a déclaré « Nous avons besoin du Groenland ». Tout le monde a ri, a trouvé cela stupide. Maintenant, ils le prennent au sérieux. Ils lancent des idées et des mois plus tard, elles atteignent la scène politique réelle. Ainsi, il y a quelques mois, Trump a dit « Je mets en garde tous les exportateurs de pétrole du monde. N'osez pas commencer à échanger votre pétrole en dehors du dollar. » Personne n'y a prêté attention. Maintenant, l'attaque contre le Venezuela revient essentiellement à dire au monde entier « Nous prenons le contrôle du pétrole et il sera en dollars. » Il s'agit donc d'une tentative de l'État américain de défendre le pétrodollar. Et cela fait aussi partie intégrante de l'histoire. Mais ce n'est pas défendable. Ce n'est pas défendable, car la réalité même de la décentralisation économique mondiale et des centres concurrents de pouvoir politique et géoéconomique rend cette défense impossible. Et c'est pourquoi je dis que tout l'ordre international, l'économie politique internationale, ses relations, tout le système s'effondre sous nos yeux. Oui, et j'ai aimé ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que nous étions au début de la fin du système dans lequel nous vivions. Maintenant, nous sommes au milieu de la fin, plus ou moins, non? Nous sommes plus avancés dans la fin. Alors, quelle sera la fin de la fin? Je veux dire, est-ce que ça va empirer? Ça va probablement empirer. Laisse-moi le dire ainsi. Si nous évitons une troisième guerre mondiale avec un échange nucléaire et des milliards de morts, et j'ai justement eu une discussion hier sur ce que cela signifierait, on parle d'un événement d'extinction. Si nous évitons cela, mettons-le de côté, parce que c'est la fin de la fin terminale. Mais disons une fin qui aurait une phase suivante. Qu'est-ce que ce serait? D'accord, bien sûr. Mais disons que nous parvenons à éviter une guerre mondiale, et il vaut mieux l'espérer, car aucun de nous ne serait encore là pour faire d'autres interviews de podcast, n'est-ce pas? Et tu l'as déjà dit. Mais en dehors de cela, nous nous dirigeons quand même vers un effondrement financier, parce que cela, eh bien, peut-être que c'est toujours le déclencheur de ces grandes crises financières. Le déclencheur pourrait être l'éclatement de la bulle. C'est le scénario le plus probable. Mais cela arrivera tout de même, et cela aura ensuite ses répercussions politiques. Des États et des gouvernements tomberont. Il y aura davantage de conflits civils. Espérons-le. Le meilleur scénario possible pour nous ici, aux États-Unis et pour le monde, serait que s'il y a un effondrement financier dans 5 ou 6 mois, cela crée des conditions dans lesquelles le Trumpisme est d'une manière ou d'une autre écarté ou neutralisé. Parce que le plus grand danger de guerre mondiale en ce moment vient du Trumpisme. C'est absolument clair. Je veux dire, il ne devrait pas y avoir de débat à ce sujet. Mais disons, hypothétiquement, qu'il y ait un grand effondrement, une dépression mondiale,
et que 5, 6, 7 ans plus tard, nous en sortions. Nous pourrions alors assister à une nouvelle phase d'expansion et de prospérité, non pas pour les pauvres du monde, mais à une prospérité dans le sens où le système se stabilise et où des niveaux élevés de croissance sont stimulés par de nouvelles technologies numériques. C'est pourquoi, plus tôt dans l'entretien, je disais que ce qui est au cœur de cette histoire, et il n'y a qu'un nombre limité de choses que nous pouvons aborder en une heure, ce sont ces nouvelles technologies numériques, parce qu'elles ne se contentent pas d'introduire, disons, une nouvelle phase de production industrielle ou quelque chose du genre. Elles transforment radicalement la nature du capitalisme. Mais au-delà de cela, la nature des relations sociales humaines, des structures sociales, des institutions et de notre conscience. En somme, c'est une révolution dans les forces productives et elle va entraîner des changements dans les rapports de production. Je veux dire, nous n'avons pas le temps d'aborder tous les aspects de la numérisation, mais très précisément, pour répondre à votre question, si nous parvenons à survivre, que ce soit par une révolution politique ou une transition économique hors de la crise dans laquelle nous nous trouvons actuellement, nous pourrions connaître une période de renouveau de la consolidation capitaliste à l'échelle mondiale. Une consolidation et une prospérité capitaliste globale. Mais cela ne durera au maximum que quelques décennies, car il existe une autre contradiction dont nous n'avons pas parlé, et c'est la contradiction de la biosphère, la crise écologique. Et cela mènera, non pas en 2030, ni en 2035, mais vers le milieu du siècle, comme je l'ai dit plus tôt dans l'entretien, à l'effondrement de l'agriculture. À moins qu'il n'y ait dès maintenant des changements radicaux, ce qui est possible. Ce n'est pas un scénario apocalyptique. Ces changements sont possibles. Mais l'effondrement de l'agriculture, eh bien, il y a eu, je crois, un rapport du gouvernement britannique publié il y a 5 ou 6 ans, indiquant qu'un tiers des zones actuellement habitées par des centaines de millions de personnes vont devenir inhabitables. Les humains ne pourront tout simplement pas y vivre, car il fera trop chaud. 120, 130 degrés Fahrenheit. Vous utilisez le Celsius, donc cela fait 45, 47, 50 degrés et plus. Des régions entières du monde deviendront inhabitables. Il y aura donc des centaines de millions de personnes en mouvement. Ensuite, on verra apparaître un État policier mondial, car les classes dirigeantes devront faire face à des centaines de millions, voire des milliards, de réfugiés climatiques. Mais cela, c'est pour le milieu du siècle. C'est pourquoi je parle de crise d'époque, de l'épuisement du capitalisme mondial. Dans la seconde moitié de ce siècle, je ne serai plus là. Je suis trop vieux. Vous serez peut-être encore là. Vous avez l'air bien plus jeune que moi. Mais cela ne va pas être beau à voir. Il pourrait encore y avoir dès maintenant de profonds changements radicaux qui permettraient d'éviter cela. Mais je ne vois pas le capitalisme mondial survivre à la seconde moitié du XXIe siècle. Pour répondre encore à votre question, dans les prochaines années, il pourrait y avoir une reprise, une régénération du capitalisme mondialisé grâce à ces technologies numériques. Mais il faudrait des changements politiques, pas le fascisme, ni les types de systèmes politiques que nous voyons aujourd'hui. Plutôt, des capitalistes réformistes radicaux prenant le contrôle de l'État, une sorte de New Deal pour le XXe siècle, avec le Green New Deal et d'autres initiatives de ce genre. Diriez-vous en fait que le New Deal, Roosevelt, mais aussi en Europe, lorsque nous avons vu au siècle dernier des pays qui ont suivi pendant quelques décennies, disons la voie social-démocrate, c'est-à-dire que l'on conserve un système capitaliste mais avec des limites très strictes, et que l'État est plus ou moins au-dessus et impose la redistribution, est-ce selon vous une manière viable de contenir ces forces de destruction qui rongent leur propre base de succès? Ou bien, selon l'idée marxiste ou marxiste idéologique,
Faut-il que tout le monde passe au communisme pour survivre? Laquelle voyez-vous comme l'approche la plus viable et réaliste pour structurer la société? D'accord. Donc, oui, je veux dire, j'aimerais voir un socialisme démocratique mondial, mais je ne pense pas que cela se produira dans les prochaines années. En revanche, ce qui pourrait arriver pour nous faire gagner du temps et sauver l'humanité de ces catastrophes imminentes, c'est exactement ce à quoi tu fais référence. On peut appeler cela un New Deal mondial, ou comme je l'appelle, un projet keynésien réformiste mondial. On ne peut plus avoir de keynésianisme au niveau de l'État-nation. Avec la mondialisation, ce n'est plus possible. Et cela a été démontré et continue d'être démontré à l'heure actuelle. Mais il existe des éléments de l'élite transnationale qui, et plus précisément, regardent du côté du Forum économique mondial. Je veux dire, tout le monde s'y retrouve. Mais le raisonnement parmi ces élites, regroupées autour du Forum économique mondial, est que cette branche de l'élite transnationale est réformiste. Et ce qu'elle réclame depuis quelques années, à partir de 2010 environ, se résume à deux choses. D'abord, la régulation du marché mondial, introduire un élément de régulation, mais cette fois à l'échelle mondiale, non plus à celle de l'État-nation, et ensuite, une redistribution vers le bas. Ainsi, ces deux éléments, la régulation de l'économie mondiale et la redistribution à un niveau transnational, peuvent faire gagner du temps au système. Ils peuvent le stabiliser, les nouvelles technologies servant de substrat technologique. Nous ferons gagner du temps à l'humanité pour dépasser le capitalisme, parce que, encore une fois, même si ces élites transnationales et radicalement réformistes accèdent au pouvoir dans pays après pays, elles ne seront toujours pas capables de résoudre la contradiction entre le capital et la nature. Le capital doit encore s'étendre et s'accumuler sans fin. Il doit encore dévorer la nature. Le scénario le plus favorable, de 2026 à 2050, serait que nous ayons des projets radicalement réformistes à l'intérieur du capitalisme mondial. Et à partir de là, nous pourrons comprendre comment aller au-delà du capitalisme mondial. Je veux dire encore une fois, j'aimerais le faire dès aujourd'hui, mais cela n'arrivera pas. Non, mais nous, je veux dire, l'un des rôles des universitaires, c'est de tracer les futurs possibles, n'est-ce pas? Et peut-être aussi d'identifier les endroits où un changement réaliste pourrait être mis en œuvre. Cela ne veut pas dire que ça se produira, bien sûr. C'est simplement une partie de la dernière étape du processus analytique, je dirais. William, c'était vraiment intéressant. J'apprécie beaucoup votre cadre d'analyse et la manière dont vous avez essayé d'expliquer tout cela. Nous avons parlé très vite, désolé pour tous ceux qui écoutent. J'espère que vous avez remarqué que sur YouTube, on peut en fait ralentir les conversations aussi bien que les accélérer. William, pour les personnes qui souhaitent découvrir vos écrits, vos livres ou vos projets en cours, où peuvent-elles vous trouver? La meilleure façon serait de passer par ma page sur le site de l'Université de Californie. C'est trop long à épeler ici, mais c'est vraiment simple. Je suis à l'Université de Californie, Santa Barbara, puisque nous avons, 12 campus ou quelque chose comme ça. Donc il suffit d'aller sur le site de l'UC Santa Barbara, puis dans la section du département de sociologie, ensuite dans la rubrique du corps enseignant, et vous me verrez dans la liste. En cliquant sur mon nom, vous trouverez un lien vers mon site professionnel. J'y ai mis mes livres et de nombreux articles publiés. C'est la meilleure façon. D'accord. Je vais essayer de trouver le lien et de le mettre dans la boîte de description ci-dessous. William I. Robinson. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité.